En compte en premier le bien-être et le bien-vivre de notre population dans le respect du bien commun. Le Conseil de la municipalité régionale de Comté prendra soin de tous les aspects de l'environnement qui sera l'héritage de nos enfants. Bonsoir tout le monde, merci de votre présence pour la séance de mars 2025. Vous aviez reçu l'ordre du jour pour ce soir. Est-ce que c'était correct pour vous, M. Roy et M. Dion? Adoption du procès-verbal de la séance du 19 février. C'était conforme selon nos discussions. Tout va. Une question de forme dans M. Léric. Là, étant donné que je suis absent, est-ce que je peux quand même, mettons, proposer ou appuyer le procès-verbal? Non, parce que je sais dans certaines organisations, c'est le cas. Non. OK. Parce que tu ne peux pas attester que ce qui a été dit dans le cadre du procès-verbal est conforme aux discussions et aux échanges. Fait que non, tu peux pas proposer à public. Ça va? Oui. Donc, Mme Sartre et M. Roy. Suivi des procès-verbaux de séance ordinaire du 22 janvier au 19 février. Non, j'ai quelques points là, en rafale. Il y avait eu la présence de M. Donald Mercier, du regroupement des artistes, là, donc Ravir. Je pense que tout le monde connaît l'acronyme. Qui demandait une demande financière là, pour la MRC afin de tenir une édition de l'événement Célébration culturelle Ravir en 2025. Donc, ce qu'on a fait, c'est que le 24 février, il y a eu une rencontre des organisateurs de la célébration culturelle avec la répondante du ministère de la Culture et des Communications, accompagnée par la chargée de projet en tourisme de la MRC et en culture. Donc, il y avait plusieurs idées pour discuter afin de permettre de trouver des angles de financement de ce projet-là. Parce que la MRC, elle a une entente avec le ministère de la Culture et des Communications, sauf que les célébrations d'événements, il y a plusieurs critères qui nous empêchent de le financer à la face même de la manière qui était construite par Ravir. Donc, on explorait des pistes de solutions ensemble sur l'admissibilité des dépenses. Puis, on aurait trouvé une voie de passage là, dans le processus d'appel à projet. Donc, les intervenants qui étaient présents, là, qui viennent de l'organisme Ravir, étaient très satisfaits de cette collaboration-là. Puis, on a hâte de voir quel projet ils déposeront dans un éventuel appel à projet dans le cadre de cette entente. Ensuite de ça, il y avait, à la séance du 19 février, il y avait quelques questions citoyennes. Il y avait M. Richard Pellerin qui avait mentionné là, que sa candidature avait été déposée pour faire partie du comité consultatif sur la transition énergétique. Il mentionnait qu'il n'avait pas reçu de lettre expliquant son refus. J'ai mentionné que je vérifierais le processus, qu'est-ce qui s'était passé avec l'équipe. Puis, donc, j'ai clarifié avec notre adjointe à la direction qu'une lettre lui avait bien été envoyée le 23 janvier 2025, juste à la suite de la séance, donc le lendemain de la séance. Donc, c'est juste pour rectifier les faits affirmés lors de la séance de février. J'avais transmis l'information à M. Pellerin. M. Pellerin demande également s'il peut avoir le pointage de sa candidature en lien avec le comité consultatif sur la transition énergétique. Donc, on a eu un atelier, une rencontre de travail avec les membres du conseil pour voir qu'est-ce qu'on ferait avec cette demande-là. Ce qui a été convenu, c'est de proposer une rétroaction, un entretien téléphonique de moi-même là, avec vous pour vous expliquer le processus d'évaluation puis l'appréciation de la candidature, mais pas seulement la note, parce que c'est pas ça qui fait foi des discussions et des échanges qui sont relatifs à l'opportunité de revenir au candidat au niveau. Donc, on utilisera un peu la même méthode qu'une rétroaction post-entrevue, en fait. Donc, ce serait ça la proposition qui serait faite. Il y avait M. Jean Campagna qui avait fait la demande aussi lorsque les critères d'analyse des conditions de succès seront déterminés par le comité consultatif. Est-ce qu'ils seront rendus publics? Donc, pour le moment, la demande est en évaluation par la présidence et la vice-présidence du comité consultatif sur la transition énergétique. Il faut aussi se rappeler que le comité vient à peine d'être formé. Ils doivent apprendre à travailler ensemble. Il faut laisser le temps là, pour que les travaux du comité puissent réellement démarrer, qu'une dynamique de collaboration se mette en place, pour être en mesure aussi de savoir comment ils vont livrer tout ça. Donc, pour le moment, on n'est pas prêt à répondre à cette question-là sur une date, un moment précis, puis qu'est-ce qu'on va livrer. Donc,
Voilà, les questions et les suivis sont sur le site web de la MRC des Eaux. Merci, Frédéric. Comité administratif, il y avait l'adoption de préservation du comité administratif du 12 février, c'était du conforme. Hein? À l'ensemble, M. Dion. Comité consultatif sur la transition énergétique, adoption de candidature, deuxième appel de candidature. Donc, la relance de l'appel à candidature s'est terminée le 22 février afin de combler le siège restant sur le comité consultatif sur la transition énergétique, tout en ayant un souci restant sur le comité consultatif, que les membres représentent la diversité des citoyens et citoyennes du territoire avec une attention particulière pour l'inclusion des femmes et des minorités. Le Conseil de la MRC des Sources retient la candidature d'Emmanuel Pelchat afin de combler le dernier siège disponible sur le comité pour un mandat de 2 ans. Ça va? Si oui, je prendrai un proposeur secondeur. M. Tarrier, secondé de M. Leroy. On n'a pas d'invité. Période de questions des citoyens. Donc, seules les personnes présentes ainsi sur le formulaire à l'entrée de la salle peuvent poser leurs questions orales aux membres. Ça va prendre 2 minutes, je me suis installé. Ah oui. La période de questions est d'une durée de 45 minutes, mais elle peut prendre fin prématurément s'il n'y a plus de questions adressées au Conseil. Les personnes qui résident sur le territoire de la MRC ou qui sont propriétaires d'un immeuble ou occupants d'un établissement d'entreprise sur ce territoire ont priorité pour poser une question. Chaque intervenant bénéficie d'une période maximum de 2 minutes pour poser une question, après quoi le président de la séance pourrait mettre fin à cette intervention. Les éditoriaux ou commentaires généraux sans question ne sont pas autorisés. Tout membre du public présent désirant poser une question doit se déplacer à l'endroit prévu de la prise de parole publique, s'identifier au préalable, s'adresser au président de la séance, déclarer à qui s'adresse la question, ne poser qu'une question sur le sujet indiqué au préalable sur le formulaire d'inscription, s'adressant en termes polis et ne pas user le langage injurieux. Donc, ça c'est M. Richard Perrin, le premier avant. J'ai le citoyen sur le territoire. Moi, je représente les citoyens, mais je suis. Monsieur Bois. OK, je me présente, Richard Pellerin, citoyen de Saint-Georges-de-Windsor. À l'article 1.3 du règlement 283-2024 encadrant les activités forestières sur le territoire de la MRC des Sources, il est écrit que le présent règlement vise à assurer la conservation de la vocation forestière du territoire. C'est merveilleux. Maintenant, à l'article 4.1, abattage permis, à l'article, sous-article 4.1.1, travaux non assujettis, il est écrit tout abattage d'arbres à des fins publiques. C'est quoi des fins publiques? Monsieur Lebel. Ça pourrait être pour construction de chemin, ça pourrait être pour l'élagage au niveau des fils, hydroélectriques, des fils électriques, tous ces éléments-là. Ça pourrait être pour un puits, des fins publiques, tous les éléments des fins publiques. Donc, ça touche directement le public. Ben, c'est des infrastructures publiques, là, c'est tous des travaux d'intérêt public. Ouais. Restauration d'un parc éolien, par exemple. C'est pas, excusez, j'ai été distrait. C'est, dans le fond, c'est sur des terres publiques. C'est pas sur Non, c'est le règlement s'applique sur les terres privées. On ne peut pas régir sur les terres publiques. On pourrait donner un exemple, un cas d'espèce. Il y a un pont qui est à changer. Le tablier du pont, on doit faire une voie de contournement transitoire, puis ça nécessiterait l'abattage d'arbres. Ben, ça ne serait pas régi par le cadre du règlement, cet abattage-là, pour permettre au ministère des Transports de faire cette voie de contour-là, par exemple. Mais dans ces projets, on pourrait, nous, comme milieu, demander pour l'octroi de permis au ministère de reboiser par la suite, par exemple. Fait que pour fin d'utilité publique, c'est-à-dire le déplacement. C'est pour ça. À l'autre alinéa, c'est marqué les travaux d'abattage requis pour l'implantation d'une infrastructure. C'est quoi une infrastructure? Ça peut être un bâtiment, ça peut être un chemin. Des éléments comme ça qui sont permis par la réglementation municipale, entre autres. Sur des terrains publics ou Non, privés? c'est sur les terrains privés. Sur des terrains privés. Le règlement ne s'applique que sur les terres privées. Ce n'est pas un règlement qui s'applique sur les terres publiques. Mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas trop, là. C'est parce que des travaux pour fin publique sur un terrain privé, c'est sûr qu'il y a des exceptions, comme vous venez de mentionner, là, mais mis à part ça, il y a pas beaucoup de... Ouais. Des lignes de transmission d'énergie, des conduites de gaz, par exemple. Comme j'ai entendu, des éoliennes, est-ce que c'est une utilité publique?
Je pense pas que les éoliennes rentrent dans le cadre de l'utilité publique. Fait que si jamais les éoliennes, il y a un projet qui se fait, ils vont devoir demander un permis, la même chose pour abattre des arbres 20 mètres de large pendant 1 kilomètre de long pour se rendre, puis tout ça. C'est ce que je comprends, là. C'est des cas d'espèces spécifiques, théoriques, c'est dur de commenter là-dessus puis de l'analyser live avec vous. Fait que je pense que c'est pas vraiment adéquat pour nous de répondre à votre question théorique. Mais si vous voulez qu'on analyse un cas d'espèce précis, vous avez un projet en tête, je vous invite à contacter le service d'aménagement du territoire. Ils vont se faire un plaisir de regarder le cas puis d'évaluer comment on procéderait. Mais pour être clair, une éolienne sur un terrain privé, le règlement va s'appliquer. Je répète à Philippe. Et à ce moment-là, on pourra prendre la question délibérée, on pourra vous répondre par ce qu'on peut mettre aussi en suivi de la séance. Parfait. Pour ce qui est de votre intervention, excusez, oui, allez-y. Ben, c'est à votre question. Oui, c'est fini On va après. y revenir. Vous pouvez revenir après M. Bois. Ça va? Je peux laisser ma tour, il est déjà venu. Il passe votre tour. OK. Donc, c'était juste Je vais pouvoir y aller. une précision, c'est que la dernière fois, j'avais dit que j'avais pas eu l'information comme de quoi je n'avais pas été sélectionné pour le comité. C'était faux un peu, mais il reste que ce soir, j'apprends que je n'ai pas encore été sélectionné. Les bonnes manières, d'après moi, devraient dire je devrais avoir reçu une lettre, un courriel ou quelque chose pour me dire vous n'avez pas été reçu, puis l'officialisation va se faire à la prochaine réunion. Mais c'est ma perception. Ça n'a pas de- Le conseil passe par résolution, puis on Oui. vient de décider la personne qui était nominée. Donc là, la procédure va suivre. C'est une personne publique, c'est ça. C'est parfait. Je viens de comprendre. Ça va? Merci. Monsieur Roy? Bonsoir. Je vais m'ajuster un petit peu. Je vous souhaite le bonsoir à tout le monde. Il y a une question qui va s'adresser à M. Lémard. Tout d'abord, je sais que je m'appelle Paul Roy, je représente la coopérative de la forêt, je représente des producteurs qui m'ont mandaté pour venir ici ce soir. Je sais que mon président, le mois passé, est venu faire un tour avec d'autres collègues. À toi, Luc était là, oui, les deux étaient là. Puis, il vous a remercié pour le processus de médiation qui avait été enclenché de votre part. Je voudrais vous faire le même remerciement. Je pense que c'était une bonne chose. Puis, je souhaite vous féliciter de ça. C'est sûr que je sais que vous ne voulez pas commenter le dossier, puis du côté du syndicat, on ne commente pas le dossier non plus. Ou du côté du comité qui a été formé, là, je ne vais pas essayer de tirer des verres du nez là, je n'ai pas le capable. Avant de poser ma question, je voulais juste m'assurer, tu sais, on a un processus de médiation, donc je présume que vous êtes de bonne foi là-dedans, puis j'y crois fermement. On sait qu'il y a eu une plainte à la commission municipale à propos du règlement 283-24. Cette plainte-là est arrivée en lieu parce que là, la commission a jugé que le règlement ne compromet pas le chemin d'aménagement. Vous êtes d'accord avec moi que ça ne juge pas de la qualité du règlement. Ça juge juste que ça semblerait que ça ne contrevient pas au chemin d'aménagement. C'est la commission municipale, je n'irai pas. C'est le commissaire qui a dit que ça contrevenait. Oui, c'est sûr que je ne contesterai pas la décision de la commission. Aussi, avant de poser ma question, j'ai eu la surprise d'avoir un. Je ne sais pas si je dois qualifier ça d'un article. C'est assez médiocre comme travail journalistique. Là. Je vais en faire part à M. DL, qui titre son article comme sur l'abattage comme similaire à d'autres dans le secteur, en prenant seulement un point du règlement, c'est-à-dire le 30% des tiges, pour le laisser comparer. Il y a d'autres points là, qui sont cités, mais qui ne sont pas jugés ni par l'expert qui est cité, là. M. Messier, qui est encore un ingénieur d'une autre région, là, je vais lui accorder du crédit parce que c'est un nom qui est connu, mais disons que c'est ça. Ça reste quelqu'un qui est d'un autre territoire.
Et je sais aussi qu'il y a M. Demers qui est cité, Jacques Demers, là, qui permet de parler un peu. Mais je voudrais juste rappeler que l'impact néfaste du règlement sur leur territoire, il est calculable. Puis, je sais qu'il n'a pas pris la peine de calculer, mais ça vaudrait la peine que je lui en parle. Là où ça m'inquiète plus, ça, à poser ma question, c'est dans l'article. Je ne veux pas prendre des phrases au hasard ou des sortir de contexte, là, mais il y a un paragraphe qui dit dans la MRC des Appalaches, il est par exemple possible d'abattre jusqu'à 40% des tiges. Je ne sais pas trop d'où ça vient, parce qu'il me semble que dans notre règlement, moi, c'est mon territoire. Donc, c'est 40% du volume, là, mais comme le journaliste a fait un travail journalistique moyen, probablement que c'est ça. Ça fait partie du travail journalistique moyen. Par exemple, 40% des tiges marchandes sans avoir besoin de demander certificat d'autorisation. Il s'agit d'un règlement cité actuellement comme référence par le président du syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec. Bon. Ce point-là dans l'article, si je pense bien, là, puis vous savez que je ne suis pas avare de conseils, là, je vais vous en donner un encore. Je ne sais pas qui est la source du journaliste. Puis je ne suis pas complotiste, là. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un qui essaie de faire un travail de sabotage sur votre médiation. Puis on sait que ça ne vient pas du côté des producteurs. Fait que je vous amène à la plus grande prudence face à ce genre de torchon-là. Il faut le mettre à l'endroit, là. Face à ce genre de torchon-là, et de garder un esprit critique fort, parce que ça, je ne sais pas d'où c'est issu, mais c'est malveillant. Puis je ne sais pas qui essaie de saboter votre travail. Bon, ma question. Je voulais savoir si vous vous engagez à suivre s'il y a des recommandations par le médiateur, bien sûr, si vous vous engagez à suivre les recommandations du médiateur dans la plus pure bonne foi du processus que vous avez vous-même enclenché. Et vraiment, là, vous êtes le seul à pouvoir dénouer cette situation-là. Vous êtes la seule personne ici. Là, je ne veux pas enlever de crédit aux autres. Là. Je vous respecte tous et toutes, là. Mais vous êtes le seul, M. Guimard, à pouvoir apporter une solution finale et pérenne au conflit qui nous gruge aujourd'hui. Fait que je vous demande, est-ce que vous avez l'engagement de respecter les recommandations de votre propre médiateur dans votre propre processus de médiation? C'est pas une personne, c'est une immersion. C'est l'ensemble des maires qui décident pour une communauté en tant que telle. C'est pas le préfet en tant que tel. Je me suis engagé dans le processus de médiation avec toute la bonne foi et je vais travailler de bonne foi avec le comité de médiation pour avancer dans le travail en tant que tel. Je vais limiter mes commentaires parce qu'on est en médiation. Comme j'ai dit à plusieurs journalistes depuis plusieurs semaines, c'est la même affaire, je ne fais pas de commentaires en tant que tel. Et on va encore continuer à travailler avec le comité. Je vois bien le genre d'article, là, si ce n'est pas issu d'un employé de la MRC ou d'une personne de la MRC, c'est peut-être issu d'une autre MRC. Je vous conseille fortement. C'est des accusations. Pardon, ça? C'est des accusations. Non. Okay. Non. Je prends un fait. Je prends une citation d'un journaliste, parce que moi, là, le 40% des tiges, là, j'ai cherché dans la documentation et les derniers articles, là, c'est bizarre, c'est resté tout le temps entre nous, dans nos discussions à nous. C'est jamais sorti dans un journal. Moi, ce que je fais, c'est que je vous invite à la plus grande prudence avec vos collègues, soit des MRC ou soit de la MRC ici. Puis, je vous dis, là, moi, là, personnellement, là, vous avez enclenché un processus de médiation. Moi, les producteurs que je représente, là, je leur dis, Hugues Guimard est en mesure de régler cette situation-là. Il a mis son cœur, il a demandé un processus de médiation. Je vous ai demandé un engagement. Fait que moi, je leur dis que ça repose dans vous. Ça repose sur l'ensemble des élus de la MRC en tant que tel. Je pense qu'on veut tout régler la situation en tant que tel. Je me suis engagé, on met du temps. Je vais passer un vendredi au complet, ça me fait plaisir. On met le temps. À place de le faire en demi-journée, j'ai même recommandé de commencer plus tôt, finir plus tard,
pour vraiment accentuer les travaux en tant que tels pour avoir une fin en soi. Merci encore. Ça va? Donc, ça fait le tour des questions. On s'est rendu suivi des activités. Vous avez reçu l'ensemble des calendriers du mois de mars et avril. De même que le calendrier complet pour deux. Oui, M. Roy. Ah, excusez, je voyais là, dans l'automne du jour, là, je ne sais pas pourquoi, là, mais c'est comme. Il y a eu une demande d'appui des producteurs et productrices agricoles dans le dossier des plans d'affectation du territoire public. Oui. J'espère que vous allez les appuyer. Là. Sérieusement, là, il n'y a rien de meilleur comme valorisation dans les érablières que de la production acéricole. Pas des coupes sauvages. Merci, M. Roy, de votre conseil. Allez, je laisse tranquille. Merci. Bonne soirée, bon retour à la maison. Faites attention sur les routes. Oui. Il fait beau, là. Il n'est pas long. Ils sont restés, vous allez le savoir. Il fait pas la neige, c'est la brise. Non, la réforme. Donc, le calendrier des activités du mois de mars-avril 2025 est déposé pour information de même que le calendrier complet 2025. En correspondance, demande d'appui, il aurait pu rester, c'est d'ailleurs ce point. Monsieur Roy, venez. Demande d'appui des productrices acéricoles de l'Estrie dans le dossier de plan d'affectation des corps publics de l'Estrie, monsieur Lebel. Merci, M. Grimard. Donc, une lettre qui a été reçue à la l'AMC. Donc, on a rencontré le Conseil des maires. Ils ont discuté ensemble de cette lettre-là. Il y avait plusieurs enjeux qui préoccupaient le Conseil. Puis, ils ont convenu, dans le fond, de transmettre une correspondance qui demanderait une révision du PATT de l'Estrie, le plan d'affectation du territoire public de l'Estrie, afin de mieux définir la vision, les orientations et les objectifs d'aménagement de la forêt publique estrienne et aussi en concertation avec l'ensemble des parties prenantes. Ce qui est indiqué dans la lettre, c'est que les agriculteurs n'auraient pas été consultés en 2017. Donc, ça, c'est une préoccupation importante qu'ils soient consultés pour qu'il y ait une vision d'ensemble si le plan d'affectation du territoire public ne leur permet pas d'avoir de contingents supplémentaires dans les territoires publics, mais qui puissent faire partie de la révision pour bien définir les objectifs du plan. Donc, c'est ce qui avait été convenu essentiellement. Et de reprendre aussi, de s'assurer de la multifonctionnalité des forêts publiques de l'Estrie, en tenant compte de la vocation multi-usage des forêts dans l'élaboration et la mise en œuvre du PATT, s'assurer du respect des différentes planifications et ententes sur le territoire public, maintenir l'accessibilité du territoire public à une multiplicité d'usages, notamment la pratique d'activités plein air, l'aménagement forestier durable, le prélèvement faunique, la production acéricole, la pratique d'activités autochtones traditionnelles. Donc, ce qui est demandé essentiellement, ce serait de réviser le PATT. Il est à échéance selon la loi. Donc, il sera opportun de le réviser selon le Conseil de la l'AMC. Voilà. Ça va proposé par M. Bernier, secondé de M. Terré. Au niveau des équipements récréotouristiques et loisirs, la route verte pour la rédaction d'un cahier de recommandations pour les plans de vie de l'axe cyclable d'Anneville dans les sources. Oui, donc dans la poursuite du projet pour l'axe cyclable d'Anneville dans les sources, la MSC des sources désire dans le fond octroyer un contrat. Après analyse par le comité de sélection, la firme EXP a été sélectionnée pour un montant de 22 761 et 38 cents pour être exact, avec les taxes nettes incluses pour la rédaction d'un cahier de recommandations pour les plans et devis de l'axe cyclable d'Anneville dans des sources jusqu'aux 3 lacs. C'est vraiment une étape qui va permettre de doter la MRC d'éléments importants pour la suite du projet vélo, dont pouvoir se doter d'estimation des coûts de construction le plus près possible de la réalité, obtenir un cahier de recommandations sur l'aménagement détaillé de chacun des segments proposés, avoir en main un tableau de priorisation des segments à construire selon leur faisabilité et leur coût de construction. Donc, après cette étape, on va être en mesure d'avoir la recette pour élaborer des plans et devis finaux qui vont être plus complets, sans retour. Donc, on va pouvoir aller de l'avant dans la poursuite du projet. Ça va? Si oui, je parle à un proposant, Mme Sartre, M. Perrault. Tourisme culture, revalorisation de l'espace Rodaneki, du chalet d'accueil et du santé intégré au parc régional. M. Lebel. Oui, donc il s'agit du dernier projet qui sera présenté dans le cadre de l'entente de développement culturel 2024. Le projet se décline en 2 volets. Il consiste à l'ajout d'un écran tactile et de 2 postes d'écoute au chalet d'accueil du parc régional du Mont-Ham, ainsi que de la pose de panneaux de type, dans le fond, des panneaux d'aluminium à l'entrée du sentier Intrépide, porte d'entrée de tous les sentiers. Ces nouveaux équipements mettent en valeur diverses thématiques de la culture guabanée. Ça va? Je
Par le proposeur, M. Bernier, secondé de M. Perrault. Développement territorial, le domaine de service d'aide à la recherche de logement, M. Marcotte, pour le du 1er avril au 31 mars. Comme à chaque année, l'Office municipal d'habitation a une obligation d'accompagner les citoyens qui ont de la difficulté à se trouver un logement dans ce contexte de pénurie. Donc, le service d'aide à la recherche de logement est opéré par l'Office municipal d'habitation du 1er avril au 31 mars de chaque année. Ce qu'il demande, c'est une contribution de 10% des dépenses admissibles au programme pour ce volet-là, qui correspond à 5 078,70 $, qui est notre contribution de milieu. Donc, si vous acceptez ce projet-là, le Conseil de la MRC accepterait de poursuivre le projet SARL pour le budget 2025-2026 qui est déposé. Proposé par M. Pagé, secondé de Mme Sartre. Développement territorial, adoption du rapport 2024. On est très fiers de présenter le rapport 2024, l'équipe administrative et l'équipe d'employés de la MRC. On a livré un rapport très intéressant, puis on a hâte que la population puisse en prendre connaissance. Donc, 2024 a permis de soutenir financièrement 104 projets sur le territoire de la MRC à hauteur de 3 672 515,14 $. Ça a permis de générer des investissements majeurs à une hauteur de 10 889 741,61 $ pour notre MRC. C'est comparable aux très bonnes années d'investissement dans les projets du fonds de 50 millions. Ces leviers ont également permis la création de 30 emplois puis d'en maintenir 204 sur le territoire. Donc, si vous êtes à l'aise avec cette adoption, ça permettrait de rendre disponible le plus rapidement possible sur le site Internet et une transmission au ministère des Affaires municipales, telle que nos paramètres l'exigent dans les prochains jours. M. Dion et M. Leroy. Schéma transport collectif adapté, autorisation de signature pour les conventions d'aide financière aux organismes de transport collectif 2025-2026, 2027-2028. M. Leroy. Donc, une correspondance du ministère des Transports et de la Mobilité durable a été reçue qui confirme le versement d'une aide financière de 19 800 $ dans le cadre du plan quinquennal d'aide gouvernementale pour la transition à l'équilibre budgétaire des organismes de transport collectif pour les années 2025, 2026 jusqu'à 2028. Donc, le Conseil doit autoriser le préfet, le directeur général et le greffier de trésorier à signer la convention d'aide financière qui détermine les modalités de versement de ce montant. Ça va. M. Perrault, secondé de M. Terrier. Schéma d'aménagement, développement durable, plan de travail de révision de schéma d'aménagement, développement durable de la MRC des sources. On recommence, Philippe. On recommence donc conformément aux nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire et aussi à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme adoptée par le gouvernement du Québec. La MRC des sources doit actualiser son schéma d'aménagement d'ici décembre 2027. Donc, en tenant compte des évolutions territoriales aussi depuis le schéma de 2021, l'évolution territoriale, économique et environnementale récente, cette révision permettra aussi d'assurer une meilleure adaptation aux défis actuels tout en respectant les exigences gouvernementales. Donc, le territoire a connu des transformations importantes marquées par le succès de sa diversification économique qui était au cœur de la révision du schéma d'aménagement 2021, un objectif qui serait rempli essentiellement. L'émergence aussi de nouvelles dynamiques territoriales, l'essor d'innovation, la vitalité des pôles écotouristiques et l'engagement accru en faveur du développement durable renforce l'attractivité du territoire. Donc, il y a aussi beaucoup de défis liés à l'adaptation au changement climatique, à la protection des milieux naturels, l'intégration des principes d'équité sociale qui sont au cœur des préoccupations du territoire. Donc, c'est une révision qui va vraiment permettre de mettre à jour la vision territoriale en prenant compte des succès du territoire et des défis aussi à relever dans le futur. Donc, ce serait pour l'adoption du plan de travail. M. Garnier, secondé de Mme Sartre. Dossier d'aménagement de en vigueur du règlement 283-2024 encadrant les activités forestières sur le territoire de la MRC des sources informations. Suivant l'avis de conformité de la Commission municipale du Québec, dans le fond, ce soir, on annonce l'entrée en vigueur, avait déjà été annoncé publiquement par le public, on l'annonce publiquement ici au Conseil. L'entrée en vigueur le 6 mars 2025. Suite à l'entrée en vigueur aussi, les propriétaires qui sont touchés par le règlement vont recevoir une communication
par lettre. Donc, c'est prévu aussi à la loi. Donc, pour les informer du règlement et aussi pour les inviter à, s'ils souhaitent, s'ils ont des questions. Donc, on va prendre rendez-vous avec les différents propriétaires forestiers pour répondre à leurs questions. On va pouvoir aussi se rendre dans les bureaux municipaux de chacune des municipalités pour le faire. Donc, sur prise de rendez-vous obligatoire. Mais sinon, si cette prise de rendez-vous-là, c'est pas possible de trouver un temps, on est toujours aussi ouvert ici à la MRC des Sources. Mais on souhaitait quand même, dans chacune des municipalités, avec l'inspecteur local, pouvoir faire ce suivi-là s'il y a des questions parmi les propriétaires. Donc, c'est une communication qui va être transmise dans les prochains jours, semaines, pour le règlement 283-2024. Merci, M. Lebel. Le schéma de couverture de risque date du ministère de la Sécurité publique. Transmission des nouvelles orientations en matière de sécurité incendie et de révision du schéma. Oui, le schéma de couverture de risque en sécurité incendie devrait être révisé. Donc, les dernières orientations dataient de 2001, donc du ministère de la Sécurité publique. C'est la première ébauche d'orientation en matière de sécurité incendie. Il y a une mise à jour de ces orientations qui a été publiée le 5 mars dernier. Celles-ci sont les mesures minimales que les autorités régionales et locales doivent tenir compte dans l'établissement de leur schéma de couverture de risque et de leur plan de mise en œuvre. Les principaux changements portent sur la prévention des incendies, l'intervention, ainsi que sur les rôles et responsabilités des autorités régionales, MRC, en matière de coordination de la sécurité incendie. Donc, conformément à la loi sur la sécurité incendie, la MRC doit procéder à la mise à jour de son schéma de couverture de risque afin de rendre conforme à ces nouvelles orientations. Toujours selon cette loi, la MRC dispose de 24 mois pour planifier et réorganiser la sécurité incendie sur le territoire. Merci, M. Lebel. On s'est rendu demande financière pour la mise en œuvre du plan régional des milieux humides et hydriques. Donc, bonne nouvelle reçue par lettre à la MRC. Donc, le plan régional des milieux humides et hydriques de la MRC des Sources est entré en vigueur le 5 août 2024. Il y a un plan d'action qui est associé, qui doit être réalisé dans un horizon de 10 ans prévu au plan. Le ministère de l'Environnement offre un montant maximal de 289 550 $ à la MRC des Sources pour l'aider à la mise en œuvre de son plan d'action et du plan régional des milieux humides et hydriques. Donc, ici, le Conseil de la MRC des Sources doit accepter le financement pour la mise en œuvre et désigner le directeur général et greffier trésorier. M. Frédéric Marcotte a signé l'entente d'aide financière déterminant les conditions et modalités de versement de l'aide. M. Terrien et M. Perrault. On s'est rendu MRC Finances et MRC des États et dépenses au 28 février. Jocelyn, des questions? J'aurais une question dans le secteur interplante. On voit que les dépenses ne suivent pas les revenus, ou peut-être qu'il y a de l'argent qui est prévu qui n'est pas là. Dans le fond, les revenus vont être comptabilisés à la fin du projet. Là, ça se termine au trimestre de mars. Fait que selon les dépenses qu'il y aura réelles, les revenus vont être comptabilisés. On les a déjà. C'est juste qu'ils ont été reportés au 31 décembre. Okay. On fait la proposition. Oui. Secondé de M. Roy. La liste des chèques du 1er février au 28 février, est-ce qu'il y avait des questions? Ben, je peux en ma première question, c'est pour l'argent du 24 mars. Là, je me demandais en quoi ça consistait, la ligne. C'est dans le projet plan industriel, c'est une réservation de salle, plus l'hébergement des ressources. Je comprends. Merci beaucoup. Puis je voyais les dépenses pour les tables en séance. C'est les tables mobilier. Ouais, je m'en doutais, là, mais j'avais déjà posé une question à cet effet-là. Est-ce qu'on va louer du mobilier tous les mois? Ou... C'est pas l'achat. C'est l'achat. C'est l'achat. Merci. Il faut adapter la salle exactement pour contenir le matériel pour le bon fonctionnement de la MRC. Est-ce que j'ai un proposeur secondaire? M. Terrien, secondé de Mme Satt. MRC Administration, gouvernance, commission consultative, comités régionaux et représentation. Donc, je vais présenter la nouvelle structure, que ce soit, je vais essayer de le faire le plus digeste possible. Donc, on a procédé suite à notre rapport sur la gouvernance accompagné par l'École nationale d'administration publique, on a travaillé fort pour revoir nos mécanismes de concertation entre les milieux municipaux. Puis, la structure, dans le fond, elle va se regrouper en commissions régionales. Donc, on a le conseil de la MRC
donc sur lequel la responsabilité va relever évidemment du préfet et du préfet suppléant. Et les comités qui sont sous-jacents au conseil de la MRC sont le comité administratif, le comité d'agenda 21, puis la table des MRC de l'Estrie. Ensuite de ça, on abolit les comités de travail en lien avec l'aménagement du territoire, puis on crée une commission sur l'aménagement du territoire. Ensuite de ça, les comités obligatoires en vertu de la loi, qui est le comité consultatif ou le comité d'aménagement du territoire, on va les conserver, donc en relation avec l'aménagement du territoire. Donc, la présidence de la commission qu'on va présenter tantôt, c'est-tu tantôt les nominations? Donc, cette présidence-là va assurer le lien de cohérence avec les comités régionaux. Puis, on a une table de concertation qui est un organisme à but non lucratif qui a une responsabilité de mise en œuvre du plan de développement de la zone agricole. Donc, ce comité-là aussi va relever des travaux de la commission d'aménagement du territoire. On a une commission de la culture, du patrimoine, du tourisme et des loisirs. Donc, cette commission-là, on abolit tous les comités de travail. Il reste le comité régional, un peu historique, qu'on a conservé parce que c'est une table avec laquelle la MRC obtenait des recommandations sur diverses procédures, que ce soit l'entente culturelle ou des appels à projets, qui est le comité conseil en culture. Et en termes de représentation, donc c'est les représentations à Tourisme Canton de l'Est puis au Parc régional du Moine qui vont relever de cette présidence de commission et de vice-présidence. Ensuite, il y a la commission du développement économique et territorial. Les comités régionaux assujettis à cette commission-là sont les comités de développement économique, qui est notre comité d'investissement pour les projets en développement économique, et le comité de gestion, les comités de gestion des FRR, qui est une entente avec le ministère des Affaires municipales pour les volets 3 et 4. Ça pourrait changer de nom, mais ça demeure les liens avec le ministère des Affaires municipales en lien avec le volet développement territorial. Ensuite, on a la commission sur l'environnement, les changements climatiques et la mobilité. Donc, assujettis à cette commission-là, il y a les comités régionaux du bureau des délégués de comté qui sont tous litiges relatifs à des enjeux de libre écoulement de l'eau en vertu de la loi sur les compétences municipales. Et il y a plusieurs représentations qui sont en rapport avec les enjeux environnement, changement climatique et mobilité, que sont Régie intermunicipale de restauration et de préservation des Trois-Lacs, Service de transport collectif des sources, la STC, la Régie de récupération de l'Estrie et notre organisme de bassin versant qui est Copernic. Ensuite, la dernière commission de travail qui est la commission de la santé, de la sécurité et du développement social. Les comités régionaux qui sont soit obligatoires et que ce soit de concertation historique sont le comité Avenir Jeunesse des sources pour les enjeux de négligence et de persévérance scolaire, et le comité de sécurité publique qui est obligatoire en vertu de la loi sur la police avec la Sûreté du Québec. Oui, c'est encore sans fini. Ouais. Donc, oui, le rôle des commissions, excusez. Les commissions formulent des recommandations en fonction de leur mission, des priorités annuelles adoptées par le Conseil de la MRC et des plans d'action sectoriels de la MRC. Donc, les recommandations de ces commissions-là vont revenir au Conseil pour adoption sur des projets précis. Les commissions sont composées de 5 membres, incluant la présidence et la vice-présidence qui sont des élus. La présidence et la vice-présidence sont 2 élus qui proviennent du Conseil de la MRC et les 3 autres élus proviennent des conseils municipaux. On vient de procéder justement à un appel à candidature dans les conseils municipaux pour construire la composition de nos commissions. On va pouvoir les voter tantôt au point 18.3. Les élus du Conseil de la MRC non membres peuvent participer aux délibérations des commissions. Donc, au même titre là, que notre processus de transparence et de démocratisation de nos commissions va se développer au fur et à mesure. Donc, c'est déjà prévu dans les règles que vous allez pouvoir participer comme observateur. Le préfet et la direction générale sont membres d'office, tel que le prévoient les règlements dans toutes les commissions. Mais c'est sans droit de vote, là, mais avec droit de parole. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour des grands éléments de notre réforme de loi. Proposé par M. Roy, secondé de M. Terry.
J'aimerais remercier le travail de l'ensemble des élus. Il y a eu beaucoup de travail, d'échange, d'ouverture de part et d'autre pour pouvoir se doter de commissions pour la MRC. Donc, merci beaucoup de votre contribution. Je pense qu'on a eu des bonnes discussions. Il y a eu des bonnes idées de vie qui ont été insérées dans le processus en tant que tel. Puis surtout d'insérer des élus de conseils municipaux, c'est quand même assez unique. Des conseillères, conseillers, donc 3 par commission, c'est vraiment majeur. Donc, j'aimerais sincèrement remercier le travail de l'ensemble des élus et de nos professionnels qui nous ont accompagnés dans la démarche. Je pense que c'est une très belle démonstration de ce qu'on peut faire comme MRC innovante. Donc, merci à vous tous. Commission régionale, politique d'éthique et de confidentialité de déontologie, considérant l'adoption des 5 commissions régionales que le Conseil vient de tout juste d'effectuer. La présente politique d'éthique de confidentialité et de déontologie détermine les devoirs et les obligations de conduite des membres des commissions régionales de la MRC dans leurs différents rapports ayant trait à l'exercice de leurs fonctions. Donc, ça va être appliqué sur l'ensemble des commissions. Est-ce que ça va? Si oui, je suis un proposeur, M. Perry, sur Monsieur Bernier. Commission régionale de nomination des membres élus. Toujours en suivi de l'adoption des commissions consultatives, le Conseil de la NRC adopte la proposition des 5 commissions de la façon suivante. Monsieur Martin. Comme pour la commission d'aménagement du territoire, la présidence va être assurée par M. René Perrault, maire de Saint-Georges-de-Windsor. Pour la vice-présidence, Mme Martine Sapp, mairesse de Danville. Pour les élus, il y aura M. Enzo Marceau de la municipalité de Saint-Camille. Également, élu local, M. Justin Drouin de la municipalité de Wotton. Et comme élu, Mme Christiane Bonneau de Saint-Camille. Pour la commission culture, patrimoine, tourisme et loisirs, la présidence sera assumée par M. Pierre Terrien de la municipalité de Saint-Adrien. La vice-présidence sera assurée par M. Jean Roy de la ville de Val-des-Sources. Comme élu local, M. Daniel Pitre de la ville de Danville, M. Gaétan Nadeau de la ville de Danville et M. Claude Dupont de la municipalité de Saint-Adrien. Pour la commission développement économique et territorial, la présidence va être assumée par M. Jocelyn Dion de la municipalité de Wotton, la vice-présidence par M. Pierre Terrien de Saint-Adrien, comme élu de territoire, Mme Isabelle Forcier de la ville de Val-des-Sources, M. Pierre Grimard de la ville de Danville et M. Patrice Pinard de la municipalité de Saint-Georges-de-Windsor. Pour la commission environnement, changement climatique et mobilité, la présidence sera assumée par Mme Martine Sapp, mairesse de Danville, la vice-présidence par M. Serge Bernier, maire de Ham-Sud, comme élu local, Mme Josée Letendre de Saint-Georges-de-Windsor, Mme Chantal Quentin de la ville de Danville et M. Luc Saint-Laurent de la municipalité de Ham-Sud. Pour la commission santé, sécurité et développement social, la présidence est assurée par M. Philippe Pagé, maire de la municipalité de Saint-Camille. Vice-présidence assurée par M. Jocelyn Dion, maire de la municipalité de Wotton. Comme élu local, Mme Pauline Dumoulin de la municipalité de Saint-Adrien, M. Pierre Benoît de la ville de Val-des-Sources et Mme Marie-Pierre Terrien de la municipalité de Saint-Adrien. Ça va? Proposé par M. Bernier, second de M. Dion. En variant, est-ce qu'on avait d'autres choses en variant? Lever l'Assemblée par M. Roy. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée à vous.